faites-moi penser à changer le générique. Donc salut à tous, c'est Ironix. Comme vous avez pu le constater, la fin de l'année arrivant à grands pas, c'est évidemment le meilleur moment pour faire une rétrospective sur les meilleurs moments issus de l'année 2017. 2017. T'es au courant que c'est l'année 2018 qui va se terminer? Oui, et si tu m'interromps encore une fois pour ce genre de détails ou que l'un d'entre vous ait la brillante idée de m'écrire un commentaire du style MDR, faire un top 2017 en fin d'année 2018, what the fuck? Je pousserai cette aberration à son paroxysme. Et donc pour rappel, en 2017, nous avons eu le droit à la investiture de Donald Trump, à celle de Emmanuel Macron, l'organisation des Jeux Olympiques à Paris pour 2024, la chute de l'empereur SK Telecom Team lors des Worlds de League of Legends, en passant par la nouvelle console de Nintendo, la Switch, avec des jeux comme Zelda Breath of the Wild ou Mario Odyssey. Et avant de commencer, j'ai quelques points à rappeler à toute personne de mauvaise foi qui verrait cette vidéo. Premièrement, ce n'est pas un classement des nouveaux classiques intemporels de l'animation japonaise, même si pour certaines je l'espère fortement, mais un classement des passages qui m'ont le plus marqué au cours de l'année 2017. Deuxièmement, au vu de la nature de la vidéo, je préfère vous prévenir qu'il y aura des spoilers, mais ne vous inquiétez pas, j'ai mis des timecodes pour sauter les animés en question pour éviter les spoilers trop gênants. Troisièmement, pensez à aller acheter du riz. Tu la couperas celle-là. Troisièmement, tous les passages de ce top sont des passages tirés de séries animées japonaises ou de films d'animation japonais que j'ai vus. Donc désolé RWBY, Last Man et désolé à Yuasa, j'ai pas encore vu Lou et l'île des sirènes. Et quatrième et dernièrement, je prendrai qu'un seul passage par série parce que sinon avec 3 séries j'aurais pu largement remplir les 15 positions de ce classement. I am the bone of my soul, unknown to death, unknown to life, unlimited blade works. Numéro 15, Seiden. On commence doucement parce que putain 15 ça commence à faire une liste plutôt conséquente, donc on débute ce classement avec le fils non déclaré de Amagi SS, à savoir Seiren, et plus particulièrement la scène du premier baiser de la série, entre Ikari, seul personnage avec un peu de caractère de cet animé, et son pot de fleurs juste pour la mise en scène de ce dernier, qui est d'ailleurs la seule idée intéressante que vous verrez dans cet animé. Unlimited blade works. Numéro 14, Tale of Zestiria The X. Soleil est un homme qui a été élevé par les Séraphins, sorte d'esprit qui contrôle un élément, qui se retrouve suite au scénario à devenir l'ermite qui a pour charge de chasser la corruption, sorte de magie personnifiée dans les cas extrêmes par des dragons ou par visiblement Ganondorf. Il sera aidé par ses amis Séraphins qu'il rencontrera au fur et à mesure de son aventure, et comme le niveau de classe sociale de l'ermite est plus prestigieux que celui de la noblesse dans cet univers, ça lui donnera la possibilité de fusionner avec les Séraphins, ce qui lui permet d'acquérir les pouvoirs sur les éléments de ces derniers et de lui faire pousser les cheveux tout en les lui rendant brillants. Sangoku, un commentaire? Je suis parti pisser! Ok, merci quand même. Alors je vais pas le cacher, mais ce qui m'a plu dans cet animé, ce sont les combats avec la gestion des effets spéciaux dont seul ufotable secret dans l'animation japonaise. Alors autant vous dire que quand ce studio met 2 mois pour sortir le 25e épisode de sa série, ça a intérêt à être épique. Et ça a pas manqué, ce combat rentre facilement dans mes meilleurs moments de l'année 2017. Unlimited blade works. Numéro 13, Danmachi Gaiden. C'est le moment où je me suis dit que c'était le bon moment de tricher, mais comme tout le monde le sait, tricheur n'est qu'un synonyme de vainqueur. Sauf que là je ne vins pas grand chose. Et si je dis que je triche, c'est parce que Danmachi Gaiden m'a rappelé un passage dans Danmachi sorti en 2015, mais il faut savoir que ces deux séries racontent le même scénario avec un protagoniste différent, un peu comme la deuxième partie de Nier Automata, d'où le rapprochement évident entre les deux séries. Et si je dis que le combat entre Bell et le Minotaur était l'un des combats les plus spectaculaires de l'année 2015, et pourtant en 2015 on a eu de quoi se gaver de popcorn devant les combats épiques, ah ouais quand même, et bien c'est le combat qui nous est rebalancé cette année dans Danmachi Gaiden, desservi par les mêmes OST qui rendent cette scène vraiment épique même si le protagoniste de cette série n'est même pas impliqué directement. Unlimited blade works. Numéro 12, Gamers. Gamers, ou l'animé ou le fait de traîner dans des salles d'arcade et de jouer à des jeux vidéo, tiens salut Diva, te rend sociable, ce qui on est bien d'accord n'arrive absolument jamais. En fin de compte, peut-être que ça réunit les jeux vidéo.
Et comme le sujet principal de cet animé n'est pas les jeux vidéo mais plus les relations entre les personnages que je ne vous résumerai pas parce que c'est aussi facile à résumer que la physique quantique, on va dire qu'elles sont suffisamment complexes pour être intéressantes, mais l'un des moments les plus marquants de cette année se trouve dans la deuxième partie de l'épisode 6 de cet animé. Les problèmes d'animation sont beaucoup moins visibles puisque les personnages nous font des monologues pensés et puis se plaindre de l'animation d'un studio qui avait à peine plus d'1 an et qui nous a sorti Gamers et Just Because, un autre animé que je vous conseille au passage, c'est clairement appuyer là où ça fait mal juste pour faire mal. Pour revenir à notre passage, c'est 10 minutes de monologue alternés entre 5 personnages où chacun va imaginer les conséquences de la déclaration d'amitié entre Keita et Karen, pour qu'à la fin on ait un quiproquo général entre tous les personnages puisque même la déclaration d'amitié s'est transformée en déclaration d'amour. Et en plus elle est acceptée. Unlimited Blade Works. Numéro 11, Kobayashi-san no Maid Dragon. Probablement un animé que j'aurais jamais regardé si les passages de cet animé ne m'avaient pas été aussi présents dans ma tweetlist ou dans mes recommandations YouTube. Puis j'ai très vite compris pourquoi tout le monde en parlait. Mignon, 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 mignon. Ok, j'ai compris. Et donc, quand Kyoto Animation arrête de faire des plans surexposés qui viennent te chatouiller les glandes lacrymales à chaque scène, on a le droit à ça. Kobayashi-san no Maid Dragon. Et même si la partie de Dodgeball aurait pu tout aussi bien être à cette position, j'ai quand même préféré les 10 secondes de récréation des dragons. C'est des dragons, quoi. Unlimited Blade Works. Numéro 10, Tujira no Kora. Bonjour, c'est la démocratie. Non, plus sérieusement, c'est vraisemblablement l'une des meilleures séries animées de l'année, mais quand je vois le nombre de personnes qui l'ont vue, je me mets du côté de la démocratie. Donc pour résumer, Kajira no Kora Wasaji ni Uta, promis j'arrête de le dire en japonais, donc les enfants de la baleine c'est un univers fantaisiste, de la magie, des îles qui servent de pays, une mer de sable, de la mise en scène, un conflit et des personnages intéressants et mystérieux, avec en featuring exclusif, une Kudere. Donc pas si exclusif que ça, un chef des insubordonnés putain de classe, une amie d'enfance qui meurt, et c'est justement à cet instant que cette série lance réellement son intrigue, parce que... Partons explorer des villes déviantes que l'on croise. Tiens, une Ryan amie sauvage. Elle a essayé de me tuer. On peut la garder. Ouais voilà, avec l'arrivée des méchants de l'histoire qui arrivent en massacrant les habitants de l'île de la baleine à l'aide de la magie. Bien que ces derniers n'aient jamais appris à se battre avec cette dernière car interdit, ce moment constitue pour moi l'un des moments les plus marquants de l'année 2017. Unlimited Blade Works. Numéro 9, Fate Apocrypha. Je vais pas me faire que des amis avec celui-là. C'est l'affrontement qu'on attendait pour tous ceux qui suivent la série des Fates. Ah oui, et la série des Fates oblige, ça... c'est lui. Et je dois bien avouer que mettre ce passage à la 9ème position m'attriste un peu, parce qu'il aurait pu très facilement rentrer dans le top 5 de l'année 2017. Alors vous allez me dire, si vous n'avez toujours pas vu cette série, c'est quoi le problème? L'animation, putain. Entre les visages dessinés à la règle, les séquences d'images rallongées pour coller au monologue des personnages, la colorimétrie à la ramasse, presque l'intégralité des chara-design des personnages est à refaire pour cet épisode. Et même si je peux comprendre au vu de la teneur en action et de la mise en scène des combats dotés d'une multitude de plans larges et ultra dynamiques dans cet épisode, qu'il soit très compliqué de le boucler en une semaine, il y a quand même 3 pans qui me restent en travers de la gorge. Premièrement, c'est le studio A1 Pictures qui s'occupait de l'animation, donc l'un des studios japonais les plus réputés, et même si c'est un studio qui est réputé pour avoir une animation déjà bien aléatoire, je vois difficilement comment justifier l'animation de cet épisode en 2017. Deuxièmement, j'ai pas compris pourquoi la communauté a utilisé ce passage pour décrire l'animation de cet épisode. Parce que même si je suis d'accord, ça n'a rien à faire ici dans une série qui avait déjà un style graphique qui ressemblait plus à ça, quand c'est pas trop mal animé, j'ai juste trouvé que c'était le passage le mieux animé de l'épisode. Et en plus ça ressemble à du Gurren Lagann. Et troisièmement, on parle là de l'univers de Type Moon, et plus précisément de Fate, qui a déjà eu le droit à d'excellentes adaptations comme Fate Stay Night Unlimited Blade Works. En 2018, Fate Heaven's Feel est l'une des meilleures œuvres originales de l'animation japonaise avec Fate Zero. Merci Ufotable. Ce qui fait que Fate Apocrypha fait pas le figure malgré l'excellent travail des seiyuu, en particulier Sayori Hayami, encore et toujours elle dans le rôle d'Adelante. Unlimited Blade Works. Numéro 8, Useki no Kuni.
Facilement l'un des meilleurs animés de l'année dernière, avec une CGI enfin bien utilisée, permettant des angles de vue plutôt impressionnants et audacieux, et pour que je dise ça d'un animé en CGI après la douche froide qui avait été Berserk, croyez-moi ça vaut le coup d'œil juste pour ça. Mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué, donc je vais quand même vous remettre dans le contexte. Des humanoïdes qui sont la personnification de Christo doivent se battre contre des anges tout en cherchant les origines du monde qui les entoure, dans un monde entre la fantaisie et vraisemblablement le post-apocalyptique. Et si je ne peux pas affirmer que c'est un univers post-apocalyptique, c'est parce que les révélations sont apportées au compte-gouttes tout au long de cette saison, mais ont un réel pic d'intensité lors de la balade sous-marine de Phos, dans laquelle on nous révèle l'existence passée des humains. Information suffisamment importante pour perturber le grand maître, soit un mec qui, quand il est en colère, se déplace comme ça. Révélation sur la signification de l'existence des formes de vie cristallines, organiques et angéliques, le tout avec une trahison de Ventricolus, forme de vie organique envers Phos, personnage principal, qui une fois sorti d'enfer marquera la première évolution flagrante psychologique de ce dernier. Mais l'histoire de ne pas trop avancer dans le scénario avec les révélations qu'on a eues dans cet épisode, on va caler une petite amnésie. Parce que c'est quand même bien utile. Unlimited Blade Works. Numéro 7, Shingeki no Kyojin. 戦士として最後まで責任を果たすことだ。 La suite la plus attendue de tous les temps pour une série animée. Non, je vous jure, c'était ridicule à quel point la suite de cet animé était attendue. Repoussée sur plus de 2 ans, tu m'étonnes que les gens l'attendaient cette suite. Arrive la révélation la plus importante de ces 37 premiers épisodes. Où est mon cerveau? Où est mon cerveau? Où est passé mon putain de cerveau? Ah oui, c'est vrai, si je le trouve pas, je crois que c'est parce qu'il a disparu depuis. Non, pas celle-là, qui nous est révélée comme un bouquet d'orties dans le rectum, mais si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo de ce monsieur, avec cette tête, qui vous explique comment Studio n'a clairement pas fait de la merde dans la mise en scène de cette révélation, avec des seiyuu qui n'ont clairement pas peur de saturer la bande passante de l'audio de l'épisode. Avec un OST qui montre encore une fois que Sawano, c'est un mec plutôt bien. Avec une animation qui envoie du pâté ouzbek par palette de 2 tonnes 5, quand il ne s'amuse pas à mettre de la 3D moche dedans. Shingeki no Kyojin vous dit à l'année prochaine pour la suite. Mais comme vous avez attendu 2 ans pour la saison 2, vous allez bien attendre 2 ans de plus pour la saison 3. Unlimited Blade Works. Numéro 6, Made in Abyss. J'aurais très clairement pu dire que c'était la meilleure série animée de l'année, mais désolé, mon coup de cœur est parti plus tôt dans l'année, mais on en reparlera un peu plus tard dans ce classement. Donc c'est l'histoire de Liko et de Legu, un cyborg amnésique. Quand je vous dis que c'est quand même bien utile ces histoires d'amnésie, qui partent à la recherche de la mère de Liko. Pour ça, ils devront plonger dans dans l'Abysse, qui est un gros trou dans lequel on retrouve des créatures pas forcément amicales. Ouais, en tout cas, je me vois mal avec ce genre de bestiole en tant qu'animal de compagnie. Et qui a pour autre spécificité d'affecter l'organisme en cas de remontée, allant du simple vomissement à la perte de son humanité. Et je dois bien avouer que j'ai quand même dû choisir entre 4 passages pour cette 6ème position. L'épisode 10, ou le premier épisode vraiment violent, voire gore envers ses personnages principaux, qui installe une ambiance vraiment dramatique et oppressante, mais complètement détruite si tu as vu l'opening. L'épisode 13 avec la backstory de Nanachi et de Mitty qui m'aura juste fait verser ma larme même après 3 visionnages. Le plan Loli can destroy the world. Mais le moment que je retiens dans cette série, c'est le face-à-face entre Legu et Oizen, qui est un personnage sur lequel on a un vrai doute sur sa bienveillance pendant plus d'un épisode. Et après, il y en a qui vont me parler de Roswell dans Re:Zero. Bande de petits joueurs. Là ou encore là, elle vous paraît amicale peut-être? Donc pour moi l'affrontement entre Legu et Oizen est l'un des moments les plus marquants de l'année, même si la révélation qu'elle est censée apporter n'a aucune importance. Unlimited Blade Works. Numéro 5, Little Witch Academia, ou comme Netflix l'appelle, l'école des petites sorcières. C'est bien les trades, vous faites bien votre boulot. Donc, quand Imaishi et le studio Trigger décident de sortir leur vieux carton, ils retrouvent un tome de Harry Potter et surtout Little Witch Academia. Et quand tu sais que dans les bagages de ce studio, il y a l'un des animateurs les plus talentueux de sa génération qui répond au nom de Yoshinari et qu'on lui demande de se pencher sur le cas de Little Witch Academia, on obtient la scène d'ouverture de la série. Juste impressionnant, mais ce qui m'a le plus marqué dans cet animé, c'est la révélation sur l'identité de Charioto, et croyez-moi, ça fait un moment qu'on voulait savoir qui elle était.
Vous avez compris pourquoi, le tout précédé par un combat dans la pure ADN de chez Trigger, et les combats animés par ce studio sont toujours spectaculaires. 最後に会った時からずいぶん経ったわね、シャリオ・デュノール。 Unlimited Blade Works. Numéro 4, Kuzu no Hokkai. 昨日金井先生としちゃった。 Donc si vous voulez la meilleure série animée de l'année 2017 à mon avis, c'est celle-là. Kuzu no Hokkai, si je vous dis que c'est une romance slash school life avec un protagoniste féminin, vous allez me dire que ça sent quand même vachement le shoujo. Surtout avec certains effets visuels. Because it's too kawaii. Mais à moins que le Yuri soit fait pour ramener un public féminin, sinon cette œuvre a parfaitement conscience que son message peut s'adresser aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et cet animé va gentiment briser tous les tabous de la sexualité, en tout cas pour la société japonaise. Inceste, check. Homosexualité, check. Amour prof-étudiant, putain, check. C'est pour ça que j'ai rappelé que c'était pour la société japonaise, et surtout la relation entre nos deux personnages principaux qui est suffisamment complexe pour te donner une tumeur au cerveau si tu essaies de l'expliquer simplement. C'est simple, Kuzu no Hokkai a des relations aussi compliquées que Doki Doki Literature Club est dérangeant. Et Doki Doki Literature Club est très dérangeant. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette série, c'est cette phrase. 昨日金井先生としちゃった。 Alors oui, sorti de son contexte, vous allez peut-être trouver ça un peu ridicule, donc je vais vous le remettre dans le contexte. Donc je vous présente le tableau des relations de Kuzu no Hokkai, qui normalement ne spoil pas. On aperçoit que elle aime lui, et que lui, elle aime elle. Ce qui fait que elle et elle sont donc des rivales, sauf que Akane est une femme qui se conduit de façon méprisable, déloyale, et qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire l'amour à tous les hommes qu'elle rencontre. Tiens, c'est impressionnant comme cette définition colle bien à ce personnage. Ah. J'espère que je vais pas m'attirer les foudres des féministes pour ça. Et petite digression, ce comportement, bien que justifié dans le développement du personnage, est en total décalage avec son statut de prof. Alors il faut savoir qu'au Japon, le statut de prof est peut-être aussi prestigieux qu'astronaute ou pilote de Formule 1 pour un occidental. Fin de la digression. Donc quand Akane vient dire 昨日金井先生としちゃった。 sans se retourner ni même s'arrêter, ça équivaut à une déclaration de guerre qu'elle a de toute évidence déjà gagnée. それはもう Unlimited Blade Works. Numéro 3, Kizumonogatari. 死んでくれ我が主人。死ぬがよい、我が重木。 Enfin la fin du commencement de cette histoire qui a commencé en 2009. Cette phrase était beaucoup trop compliquée à comprendre et attends, c'est sorti en 2017. Exactement, t'as compris tout seul pourquoi on attendait ce troisième film qui fait le lien entre les deux premiers avec la rencontre de Shinobu et d'Araragi, et le commencement de la série qu'on a connue à l'époque était un peu attendu. Et encore une fois, Shaft, toujours fidèles à eux-mêmes, ont sorti une démo technique de ce que serait le film au final. À titre comparatif, voici à quoi ressemblaient les deux premiers films sortis 1 an et 2 ans avant, mais qui eux ont eu le droit à un remake pour la sortie en Blu-ray. Si on compare avec le troisième film sorti... Shaft, c'est la deuxième fois que je vous reprends sur la même chose dans ce classement. Bon, on va pas remettre une couche là-dessus, même si je pourrais si j'étais plus sadique. Et je sais pas si c'est parce que j'adore le personnage d'Anekawa, mais même si ces 3 films ont pour but de nous faire apprécier Shinobu, ce qui est déjà fait avec toutes les séries de ces 10 dernières années, et de plus j'ai trouvé qu'Anekawa transperçait quand même bien l'écran. Et je dis pas ça parce qu'il y a une scène où pendant 10 minutes Araragi essaie de lui toucher les seins. Mais pour revenir sur le passage qui m'a le plus marqué dans ce troisième film, c'est l'affrontement entre Araragi et Shinobu, qui a dû être sponsorisé par les JO de 2020 et le ministère des Sports japonais. Parce que gymnastique au sol, triple saut, rugby, escrime, saut en hauteur, 400 mètres, lancer de marteau, barre parallèle, boxe. Pas sûr que ce soit un cours réglementaire ça par contre. Et attends, c'est moi qui ai critiqué l'animation il y a pas 2 minutes ? Je vais chercher un peu de mauvaise foi, je reviens. Ah, et ben on voit où est passée l'intégralité du budget de l'animation de ce film. Dommage qu'il faille attendre 50 minutes pour qu'on la voie dans le combat final. Ah oui, et pour l'animation des boobs aussi. 人間風情が出しゃばるな。 Unlimited Blade Works. Numéro 2, Koe no Katachi. また謝った。ま、それがあんたか。バーカ。 On termine mon KKK avec Koe no Katachi. Je viens quand même d'enchaîner Kuzu no Hokkai, Kizumonogatari et Koe no Katachi. Et donc pour la deuxième position de ce top, on retrouve pour moi le meilleur film d'animation de l'année 2017. Non, c'est Baby Boss. Baby Boss, c'est beaucoup mieux. Ouais, alors ce qu'on va faire c'est ça.
Et donc encore une fois, l'ambassadeur du Moe Kyoto Animation nous montre à quel point la palette colorimétrique peut être vaste, avec une animation qui varie entre le somptueux, le magnifique, l'expressif ou encore le compliqué pour pas grand chose d'autre que t'éblouir la rétine. Avec cette fois un scénario avec des sujets presque tabous dans le milieu scolaire, comme le harcèlement, l'intégration de personnes handicapées, la responsabilité de ses actions passées et la possibilité de rachat de ces mêmes actions. Mais ça va aussi aller dans l'autre sens, qui est étrangement moins exploité par la bien-pensance occidentale, c'est-à-dire la responsabilité des actions de la personne handicapée dans le malheur des personnes de son entourage. Donc pour revenir sur le film, c'est après avoir empêché le suicide de Shoko que Shuya se retrouve hospitalisé, et là on a le moment le plus poignant de l'année 2017, avec la mère de Shoko qui demande pardon à la mère de Shuya avec Yuzuru. Pour me justifier de la sensation de poivre dans le nez que j'ai à chaque fois que je vois cette scène, la mère de Shoko est le principal rempart autoritaire qui empêche la relation entre Shuya et Shoko. Elle le tient responsable du traitement qu'a reçu sa fille en primaire, et la plupart du temps c'est de façon violente. C'est pour ça que de voir ce personnage reconnaître que l'agresseur de sa fille est devenu le sauveur de cette dernière et de supplier avec sa famille le pardon pour les actions de sa fille reste pour moi le moment le plus émouvant de l'année. Unlimited Blade Works. Numéro 1, Boku no Heroes Academia. Pouvait-il en être autrement? Le Neketsu, qui sans pour autant révolutionner le genre, apporte quand même un véritable vent de fraîcheur depuis le vide qu'a laissé le décadent Naruto. Boku no Heroes Academia, série qui avait déjà impressionné avec des personnages hauts en couleur, le tout avec des moments qui sont déjà rentrés dans les mémoires de tous les fans de japanisation. Au cas où, pour vous rafraîchir la mémoire... Par exemple, et c'est en 2017 que la saison 2 de Boku no Heroes Academia arrive pour confirmer les attentes des fans, avec peut-être le meilleur antagoniste de l'année, mais surtout avec le tournoi des apprentis héros. Ça aura été du grand spectacle pendant l'intégralité de la première moitié de la saison 2, avec un point culminant pendant les épisodes 9 et 10. Cette série avait déjà prouvé qu'elle savait jouer avec la tension depuis le combat entre Midoriya et le louche, mais c'est dans l'épisode 9 où Boku no Heroes Academia va jouer avec nos pronostics ainsi qu'avec les résultats qui nous paraissent évidents, avec le combat de Bakugo contre Uraraka. Et à peine sorti de ce combat qu'on enchaîne avec le meilleur moment de l'année, Midoriya contre Todoroki, et vient nous rappeler que si on compare cette série au grand Naruto, ça n'est pas pour rien, mais là j'ai l'impression de revoir Naruto contre Neji lors de l'examen des Chunin. Sauf qu'entre 2003 et 2017, il y a eu le passage d'une série qui s'appelle Tengen Toppa Gurren Lagann et qui a complètement renouvelé la façon de mettre en scène la démesure d'un combat. Et entre nos deux protagonistes, c'est très clairement dans la démesure, et ça dès la première attaque du match. S'ensuit une escalade de la tension et de l'épicness, ce mot n'existe pas, rythmé par le développement en flashback de Todoroki, pour ça vous étiez pas obligé de vous inspirer de Naruto, obligeant même ce dernier à utiliser un pouvoir que juste là il réfutait à employer. Bon, comme j'ai la critique facile quand l'animation n'est pas très bonne, là je vais devoir en parler un peu quand même. Juste exceptionnel, c'est rapide, c'est puissant, c'est fluide, c'est brutal, c'est spectaculaire dans sa mise en scène, et encore je ne vous parlerai pas de l'attaque finale parce que là pour le coup les animateurs n'avaient absolument plus aucune limite. Le seiyuu de Midoriya nous prouve encore une fois que pour doubler un héros de shonen il faut avoir les cordes vocales renforcées en buvant du sang de mascotte chiante de Mao Shoujo. Le tout sur des OST parmi les plus efficaces que j'ai pu entendre. Vous irez écouter You Say Run, absolument rien n'est acheté dans cet épisode, ce qui en fait pour moi le meilleur moment de l'année 2017. Voilà ce que j'ai retenu de l'année 2017, n'hésitez pas à me rappeler des passages que j'aurais pu oublier ou que j'ai pas vus, on n'oublie pas les pouces bleus et de s'abonner, c'est très important. Pour ce qui est de la suite, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort, l'Animeronix numéro 12 est en train d'être monté et l'Animeronix numéro 13 a été fini d'être écrit. Il devrait sortir quand... Tu auras fini de jouer à The Witcher 3 Ouais, on va dire ça.